la rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf. Eh bien, nous allons aujourd'hui évoquer un drame, c'était un drame représenté au début de la Seconde Guerre mondiale par l'affaire de Narvik, le débarquement franco-anglais à Narvik. Bon, où se trouve Narvik ? Alors, Narvik, c'est un petit port de commerce tout à fait au nord de la Norvège et au nord du cercle polaire. On est au nord du cercle polaire, on est entre le cercle polaire, on n'est pas loin du Cap Nord à Narvik. Alors, vous allez me dire, Yann, mais qu'est-ce que les Anglais et les Français sont allés faire pour se battre avec les Allemands à Narvik? Alors, je vais vous expliquer. En septembre 1939, donc, la Seconde Guerre mondiale se déclenche. Mais il s'agissait de défendre les malheureux Polonais. La France et l'Angleterre, pratiquement, ne peuvent rien faire. Et les Polonais sont dévorés par l'Allemagne nazie, avec le concours de l'URSS. Staline et Hitler, pacte de non-agression, s'entendant sur le dos des Polonais. Et alors, sur le front de l'Ouest, la France et l'Angleterre ont des troupes en face des troupes allemandes, comme pendant la guerre de 14-18, mais comme la France n'a pas l'intention d'attaquer, la France a eu une véritable hémorragie 20 ans auparavant, et on ne veut pas que ça recommence. Bon, on veut éviter les attaques inutiles, et le moral n'y est pas, c'est vrai. Quant à l'Allemagne, elle a envoyé des troupes en Pologne, et l'Allemagne prépare son affaire, mais avec méthode, comme le font toujours les Allemands. Ce qui fait que pendant 9 mois, entre la déclaration de guerre et puis la grande attaque allemande de mai 40, il ne se passe rien. Les armées sont face à face. Alors, en 14-18, elles étaient face à face, mais on se battait. Non, tandis que là, il ne se passe pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle la drôle de guerre. Alors, il ne se passe pas grand-chose sur le front occidental, là, entre les principaux protagonistes, mais à la fin de cette drôle de guerre, il va y avoir l'affaire de Narvik. Alors, pourquoi cette affaire de Narvik? Alors, effectivement, Narvik, petit port norvégien, donc, et la Norvège est un État indépendant, tout à fait au nord de la Norvège, au nord du cercle polaire. Eh bien, tout simplement parce que de l'autre côté de la frontière avec la Suède, à vol d'oiseau, non loin de Narvik, ils sont toujours évidemment, mais ils ne sont pas épuisés, il y a de très riches gisements de minerais de fer. Et l'Allemagne avait besoin pour son industrie lourde, pour fabriquer de la fonte et surtout de l'acier, l'Allemagne avait besoin de charbon à coke, ça elle en avait, du charbon larour, et elle avait besoin de fer. Et bien entendu, le minerai de fer de Kiruna, eh bien, c'est un minerai de fer qui, d'une façon tout à fait légale, c'est-à-dire que les Suédois vendaient, pendant la paix, leur minerai de fer aux Allemands, qui venaient le chercher en bateau. Dans quel port? Narvik. Il y avait une voie ferrée entre Kiruna, le gisement de fer, la frontière, et puis en Norvège, Narvik, puis après, c'était évidemment la mer du Nord. Alors donc ça fonctionnait d'une manière normale, et pour les Allemands, il faut bien se rendre compte que ce fer suédois, il avait une importance vitale, parce que s'ils n'avaient plus le fer suédois, ils n'en avaient plus chez eux, et à partir du moment où la guerre était déclarée, la Royal Navy était maîtresse des mers, et le fer d'outre-mer, je ne sais pas trop comment il serait arrivé en Allemagne. Alors donc, énorme importance du fer de Kiruna pour les Allemands, et donc intérêt pour les Allemands de Narvik. Alors, les Allemands avaient l'habitude, donc, d'une manière tout à fait normale, en temps de paix, d'aller à Narvik chercher du fer avec des cargos spécialisés, en période de paix. À partir du moment où la guerre existe, l'affaire change d'allure, et les Allemands craignent qu'il se passe des choses désagréables pour leur commerce, et ils vont prendre les devants. C'est-à-dire, les Allemands ont eu l'idée qui n'était pas tout à fait fausse, à partir du moment où ils sont en état de guerre avec la France et l'Angleterre, que la France et l'Angleterre ne peuvent pas ne pas avoir l'idée de couper la route du fer, c'est-à-dire d'intercepter justement le courant de navires chargés de fer entre Narvik et l'Allemagne. Et effectivement, les Alliés avaient bien ça dans la tête. Mais ils n'avaient rien fait. Et alors, avec sa brutalité habituelle, pour parer au plus pressé, eh bien, Hitler, contre toutes les lois diplomatiques de l'époque, alors que la Norvège était en paix. La Norvège n'avait pas déclaré la guerre à l'Allemagne, et c'était un État indépendant. Eh bien, Hitler, d'autorité, envoie des troupes à Narvik pour s'assurer le contrôle de la ville et surtout du port, du chemin de fer, de manière à ce que, à coup sûr, le minerai continue de circuler. Alors voilà donc une armée, des membres de l'armée allemande qui s'installent à Narvik,
l'armée norvégienne trop faible ne peut rien faire, bon, au mépris de toutes les lois, puisque la Norvège est un pays indépendant. Ce qui fait qu'à ce moment-là, qui réagit? La France et l'Angleterre. La France et l'Angleterre, qui sont déjà en guerre contre l'Allemagne, peuvent-elles tolérer que l'Allemagne maltraite ainsi un pays neutre et lui vole littéralement à ce moment-là le minerai de fer qui vient de Suède? Non. Alors ce qui fait qu'une expédition est montée par les Alliés, c'est-à-dire les Alliés, ce sont les Français et les Anglais. Et comme le dit le président du Conseil, c'est-à-dire le patron de la France à ce moment-là, on est sous la Troisième République, Paul Reynaud, nous allons couper la route du fer. Ils ne vont rien couper du tout. Mais enfin, c'était l'intention. Alors donc un corps expéditionnaire est envoyé, franco-anglais, il compte 25 000 hommes à peu près, hein, c'est assez important, et naturellement, ce corps expéditionnaire, il est expédié par la mer. Alors ce qui fait qu'il n'y a pas de commandement unique, mais sur mer, ce sont bien entendu, comme ce sont surtout des bateaux anglais, c'est l'amiral anglais qui commande plutôt, et sur terre, c'est un général français, le général Bétoir, qui commande avec l'accord évidemment des Anglais. Alors à ce moment-là, le corps expéditionnaire, dans un premier temps, il obtient quelques petits succès. C'est-à-dire qu'il y a donc, c'est en avril là que ça se déclenche, en avril 1940. Il y a donc l'attaque du port qui est repoussée, mais la pression des Alliés qui ont des bateaux de guerre avec une artillerie assez importante est telle que les Allemands, momentanément, sont obligés d'évacuer Narvik. Donc Narvik est occupé par les Franco-Anglais. Alors vous allez me dire, non, ça y est, c'est formidable, les Allemands sont battus. Non, pas tellement. Pourquoi? Parce que les Allemands sont tenaces, ils ont des troupes de montagne qui sont bien accrochées, et au-dessus de Narvik, entre la Suède, la Norvège, ce sont des montagnes, et qui surplombent en particulier Narvik. Et alors les Allemands occupent la ville de Narvik, enfin, ont évacué par la force la ville de Narvik, mais ils sont retranchés sur les hauteurs. Ils ont de l'artillerie, ils ont tout ce qu'il faut, et ils rendent la vie intenable aux Anglais et aux Français qui sont dans Narvik. Alors donc, satisfaction d'amour-propre, les Français et les Anglais ont pris Narvik, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Évidemment, pour le moment, le fer ne peut plus passer, c'est vrai, mais l'affaire n'est évidemment pas réglée. Alors, à ce moment-là, eh bien, après quelques vaines tentatives, les Français et les Anglais se rendent compte que l'affaire est bloquée, et ils se demandent comment cette expédition de Narvik va se terminer, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que les Allemands vont se renforcer et qu'ils ne pourront pas tenir évidemment les Français et les Anglais longtemps dans cette ville de Narvik surplombée par des collines peuplées d'Allemands extrêmement vindicatifs et bien armés. Mais alors, Jan, l'affaire va se régler autrement. C'est-à-dire que nous sommes au début du mois de mai, ça fait plusieurs semaines qu'il y a les combats de Narvik, et le 10 mai, l'Europe s'embrase, c'est-à-dire que le 10 mai 1940, c'est l'attaque d'Adolf Hitler et des nazis, donc sur le front de l'Ouest. Alors, c'est la fameuse percée des Ardennes, et en quelques semaines, on le sait malheureusement, en quelques semaines, la France et l'Angleterre sont mises à genoux. Alors la France, totalement, ça va être évidemment l'armistice de Rotonde. La France doit signer l'armistice, demander l'arrêt des hostilités, et les Anglais, on en parlera dans une prochaine émission, avec aussi les Français, pourchassés par les Allemands, parviennent à gagner l'Angleterre. C'est le fameux rembarquement dont nous parlerons donc de Dunkerque. Bon, alors, à partir, et vous le comprenez bien, à partir du moment où les armées françaises sont écrasées par les armées nazies, à partir du moment où les Anglais sont battus aussi et obligés momentanément de se replier en Grande-Bretagne, l'affaire de Narvik n'a plus de raison d'être. C'est-à-dire que, évidemment, les troupes françaises de Narvik et anglaises soit se rendent, soit sont rapatriées. C'est-à-dire que cette affaire de Narvik, elle disparaît au profit des Allemands dans le creuset de la gigantesque fournaise qu'Hitler a allumée le 10 mai. Alors voilà pourquoi je voulais parler de cette affaire de Narvik, parce que, a priori, on peut se demander pourquoi Français, Anglais et Allemands sont allés s'étriper au nord du cercle polaire, au milieu des ours blancs à proximité, voyez-vous. Voilà, l'explication était économique. Alors ce qui veut dire que l'affaire de Narvik, elle se résout d'elle-même, c'est-à-dire que les Français et les Anglais, dans la tourmente générale, sont obligés d'évacuer, les Allemands restent maîtres de Narvik, et le trafic du minerai de fer, interrompu pendant quelques semaines, va reprendre. Alors au fil de la guerre, ce trafic capital pour l'Allemagne, mais capital aussi,
négativement pour les Anglais. Il va donner naissance alors à des affrontements le long de la côte norvégienne, mais en mer. Ce sont des affrontements navals, c'est-à-dire que la Royal Navy va lancer très souvent des bâtiments pour essayer de couler les bateaux chargés de minerais de fer allemands qui étaient eux-mêmes protégés par des navires de guerre. L'affaire change d'allure. Vous voyez, il y a une différence entre ce que représente à l'heure actuelle sur une carte Narvik, pas grand-chose, à la limite, petit port au nord du cercle. Et puis l'importance d'une opération qui était lancée au prix de 1000 difficultés pour porter un coup très rude à Hitler, parce que si la guerre ne s'était pas déclenchée à l'ouest, comme vous allez me dire qu'avec des si, bon, on peut faire n'importe quoi. Mais s'il n'y avait pas eu la catastrophe de mai-juin 40 à l'ouest, les Français et les Anglais pouvaient se maintenir à Narvik. Alors là, l'Allemagne pouvait avoir, après plusieurs mois, voyez-vous, au fil des mois, pouvait avoir de réels problèmes. Son industrie lourde, qui avait besoin de charbon à coke, il en avait, et aussi ce minerai de fer, aurait eu d'énormes difficultés. L'industrie lourde en difficulté, la production d'acier diminuant. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de bateaux de guerre construits, moins de chars, moins de blindés construits, moins de canons construits, voyez-vous. Alors voilà pourquoi j'ai voulu évoquer cette affaire de Narvik qui laisse aux Français et aux Anglais un goût d'amertume, parce que finalement, bon, ça s'est fondu dans les méandres terribles de la Seconde Guerre mondiale, mais ça a quand même été, il faut bien le dire, à terme, un échec franco-anglais. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf.